C'est bon, on est back. Alright. Et on a de la chance parce que cette fois, on a un invité, qui est une invitée en l'occurrence. Ça va, Ludmila? Oui, ça va, salut, salut. Ah putain, ça fait trop plaisir de t'entendre parce que toi et moi, on a juste enregistré un podcast un moment, une fois, qui était plus ou moins politique, écologique, c'est ça? Exact, ouais, c'était un projet de recherche avec l'université de l'UQAM à Montréal. Ouais. Cool. Ça, c'était cool. Tu nous entends bien? Ouais, je vous entends super bien. Bon, Cool. c'est parfait. Good. Je demande juste à la technique si on nous entend bien aussi. Oui, on nous entend bien, c'est parfait. Ok. Alors aujourd'hui, pour la deuxième partie d'émission, on t'appelle un petit peu tard par rapport à ce qu'on avait dit, mais je suis sûr que ça va aller. Est-ce que tu peux nous consacrer 25 minutes, 30 minutes? Oui, y a pas de problème, c'est parfait. Cool. Parce que nous, on a du temps maintenant, parce qu'on a parlé... Alors, pour te donner le contexte, on a parlé de la journée du 30 septembre au Canada, donc voilà, et on a parlé aussi un petit peu des nazis, donc tu sais, on s'est fait un petit truc un petit peu léger. C'est ça, un bon petit vendredi. Là. C'était léger, si tu veux, ce vendredi. Okay. Ouais, en Italie, c'est ça? Ouais, alors, et puis aussi en France. Ok, aussi en France, ok, d'accord. Ah, on a aussi des nazis en France. Du coup, on va parler un petit peu des élections au Québec et notamment d'une candidature qui nous semble intéressante pour l'émission, qui est la candidature notamment du Parti Québec solidaire. Toi, du coup, tu es à Montréal. Ouais. Exact. Et tu suis pas mal la campagne sur ce qu'elle est en train de donner, et puis notamment ce que fait un petit peu Solidaire. C'est Solidaire, on les appelle comme ça, hein, au Québec. Ouais, les solidaires, ouais, les membres solidaires, oui. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le sentiment autour de cette campagne? Comment toi tu décrirais cette campagne par rapport à d'autres que tu as pu... c'est pas ta première campagne que tu vois pour la provinciale au Québec? Ouais, non, c'est pas ma première. En plus, pour information, moi, je suis dans le domaine environnemental, donc, et de la politique environnementale, même si j'ai fait des études en sciences. Donc, oui, ça m'intéresse beaucoup de suivre parce que ça va avoir des conséquences sur mon travail, parce qu'on fait affaire avec les provinces très souvent. Ok. Donc ouais, ça m'intéresse de savoir qui va passer, comment ça va passer, qu'est-ce qui va se faire pour tout ce qui est climat et protection de la biodiversité et tout ça. Donc c'est pas ma première élection québécoise effectivement, mais j'avoue que c'est peut-être une des premières fois où j'ai quand même l'impression que Québec solidaire a beaucoup le vent dans les voiles. C'est pas... Pardon. Oui, vas-y. J'allais dire, on a vu, nous, il y a 2 semaines, on en parlait justement, le fait qu'on les a vus un petit peu popper dans les sondages, là, arriver deuxième devant les libéraux. Toi, on a vu un autre sondage, du coup, sortir hier ou avant-hier, il me semble, qui leur donnait encore un point supplémentaire, donc je pense qu'ils étaient autour des 18%, là. C'est ça que tu veux dire quand tu dis que tu le sens, qu'ils ont le vent dans les voiles? Ouais, parce que c'est sûr que j'ai vu des élections où c'est sûr qu'ils étaient très très loin derrière. C'est un parti, je pense, qui a été créé en 2004. Donc ça fait un moment qu'on va dire qu'il pagaille. À l'époque, c'était sous... ils ont toujours eu 2 chefs de parti, donc ils ont pas comme qu'ils appellent d'ailleurs des porte-paroles, c'est pas des chefs de parti. Donc ils ont 2 co-porte-paroles à l'époque qui s'appelaient Amir Kadir et Françoise David, qui est une battante féministe très connue au Québec. Et puis à l'époque, on leur disait souvent vous allez jamais sortir du plateau, vous allez jamais sortir de Montréal. Et puis voilà, aux dernières élections, ils ont réussi à avoir quand même le député de Tachereau, ils ont réussi à aller à Sherbrooke. Donc, tout ça, c'est nouveau. Et là, encore une fois, cette année, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'engouement. Et bon, ils n'ont pas arrêté aussi de marteler que c'était cette campagne, les jeunes en bas de 35 ans représentent 1/3 des électeurs. Yes. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup d'encouragement dans les écoles. Je les ai vus aussi dans les universités essayer de
d'essayer d'encourager les étudiants. Beaucoup de votes par anticipation aussi. Je crois que c'est la première élection où les gens ont voté énormément par anticipation. Oui, j'ai vu ça passer. Je sais plus qu'est-ce que c'est le statistique, mais c'était énorme, surtout quand tu compares au pourcentage de vote en général. Donc, ça montre, je pense, un engouement. Un intérêt. Je sais pas pour qui ils ont voté, mais les gens sortent voter quand même. Non. La semaine dernière, on parlait d'un sujet où on se rendait compte que, effectivement, la jeunesse a tendance souvent à partir vers les mouvements les plus progressistes, mais on se rendait compte qu'il y avait quand même pas mal de presque, il y en a 1 sur 3 qui vote solidaire parmi les plus jeunes, et puis il y en a peut-être 1 sur 3 qui s'apprête peut-être à voter conservateur. Toi, est-ce que c'est quelqu'un... Bon, ça nous fait tous rire, hein. Est-ce que c'est quelque chose que moi je considère? En fait, en gros, est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois? Est-ce qu'il est vraiment si présent que ça, tu vois, ce vote conservateur chez les jeunes? Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que je suis pas dans le milieu où... Ouais. Non, mais il y a aucun de nous qui connaît des conservateurs. Ouais. Ouais, non, je comprends. Mais est-ce que je le ressens chez des gens qui sont... c'est ça que je trouve dommage et que j'ai trouvé très dur à avaler pendant la pandémie, c'est que t'as des gens qui étaient progressistes et qui se considèrent anti-système, qui sont en train de tomber dans un anti-establishment et anti-système qui est d'extrême droite, genre. Ok. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés parce que des fois, c'est des gens qui sont militants dans certains groupes que je connais bien et des gens qui ont toujours été très critiques. Ouais. Que ça soit de l'impérialisme ou du système économique actuel, genre néolibéral. Et soudainement, après la pandémie, ou je ne sais pas si depuis toujours, il y a eu une fracture entre les gens qui doutaient et les gens qui ont complètement basculé vers ça va être la liberté individuelle, on doit avoir plus de place. Tu sais, c'est une espèce de discours qui ressemble à ce que je connais on veut une participation démocratique plus directe, mais en même temps, il tombe dans une espèce de zèle qui est définitivement plus à gauche. Puis ça, c'est ça que je vois, en tout cas. Nous, on les appelle un petit peu, tu vois, genre l'alliance de l'homéopathie et des nazis, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on les appelle, tu vois. C'est genre, anti-vax, et en fait, tu te rends compte que notamment le Parti populaire du Canada, là, le PPC, là, ils sont pas mal allés chercher chez les homéopathes et chez les fans de tisane, tu vois, ou chez les gens qui rechargent leur pierre à la lune, tu vois. J'ai rien contre les gens qui rechargent leur pierre à la lune, tu vois. Mais étrangement, on a vu qu'il y avait une percée suite à la pandémie. Un rapprochement entre ces deux familles qui, normalement, n'ont rien à voir. Et toi, tu le ressens sur le terrain. Exact. Ouais, je le ressens vraiment beaucoup. Et même dans ma famille, qui est pourtant politisée et tout, c'est très dur de les ramener à la raison parce que t'es en face de quelqu'un qui part d'un même discours que toi, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien et on va critiquer les pharmacos, on va critiquer peu importe comment on mange, tout le système qui est un peu merdique et un peu je veux pas dire le mot de complot parce que ça a été vraiment spoilé là, mais tu sais, on est tous d'accord qu'il y a un problème. Genre, il y a un problème avec la quantité de maladies qu'on pourrait trouver. On connaît tous les grandes multinationales qui ont une espèce de pouvoir de décision, même au niveau politique. Et pourtant, ils partent du même discours que moi. Et après, ça devient complètement du n'importe quoi. Mais absolument. Absolument, c'est comme si, tu sais, je veux dire, les journalistes, on les a toujours critiqués. Parce que moi, j'ai tellement vu de slogans faites de la critique quelque chose de gauche encore, parce que là, c'est la droite qui l'a reprise. Et puis là, ça envoie balader les journalistes, alors qu'à l'époque, c'était nous qui faisions ça. Je me dis, mais putain, genre, c'est plus possible, on peut plus se faire associer à des gens comme ça. Et là où il y a un petit peu quelque chose de problématique, comme tu le dis, c'est que le constat est partagé, et ça, parce que ça va être un sacré frein pour l'environnement à l'avenir, puisque là, on sait que c'est au cœur de la campagne de Solidaire, mais on a notamment la question environnementale, et tu te dis, si des gens partagent le constat que ça va pas, que le capitalisme et le néolibéralisme nous mettent un peu dans la panade pour l'avenir, donc ok, très bien, on partage le constat, mais tu vois que dans l'appréciation du constat,
eux sont un peu tirés vers bien une sorte d'individualisme et de la liberté au-dessus de tout. Yeah. Et ça, eh ben, sorry, mais en tout cas, je pense qu'on est un petit peu tous dans le même bateau, mais on se rend compte que pour survivre au changement climatique, va falloir faire du collectif. Va falloir travailler ensemble. Or, eh bien, les conservateurs, sorry, mais et puis les mouvements d'extrême droite en général sont pas là pour travailler ensemble. Ils sont là pour travailler pour leurs pommes et pour servir les intérêts, tu vois, d'un seul groupe social très défini. Et ça va être un frein. Toi, sur le terrain, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui auraient pu voter solidaire, qui vont se retrouver, justement, à partager le même constat que toi, mais au dernier moment, vont pas aller le voter, vont prendre la tangente à droite sur cette thématique-là? Même si je considère que la gauche qu'on a au Québec, comparativement peut-être à ce qu'on peut trouver en France, elle n'est pas si à gauche que ça. Mais j'ai quand même l'impression que les conservateurs ont réussi à récupérer quelques voix ici. J'ose espérer qu'ils ont quand même récupéré plus de voix qui sont déjà à la CAQ et qui étaient au Parti libéral, parce que c'est des tendances qui leur ressemblent un peu plus. J'espère qu'ils ont pris plus de gens de ce côté-là qu'ils auraient pris à la gauche. Mais effectivement, oui, je le ressens et je le vois, même, comme je dis, même dans les groupes militants, des divisions énormes, et pourtant de gens qui sont tous à gauche, mais qui finissent par tomber dans comme tu viens de décrire, dans cet individualisme total, genre. Du coup, mon autre question, toi qui vois un petit peu le panorama politique, est-ce que tu penses que la CAQ va garder... Donc, CAQ, c'est la coalition Avenir Québec, pour tous les gens qui nous regardent et qui ne sont pas du Québec. Cette élection, elle est vraiment marquante aussi pour une chose. Il y a une des spécificités au Québec qui est l'indépendance énergétique. Chose que très peu de pays dans le monde ont, une indépendance énergétique, un territoire gigantesque. Du coup, il y a vraiment un vrai enjeu climatique dans cette élection. Toi, est-ce que tu penses que la CAQ va garder son nombre de sièges, ou est-ce que tu penses que ton pronostic pour ces élections, est-ce que Solidaire va passer la barre des 20%? Je pense qu'ils vont percer, mais je pense pas qu'ils vont percer jusqu'à déloger la CAQ. Je crois que la pandémie a été très dure, et je pense qu'ils ont réussi à garder les gens, ils vont garder leur vote qu'ils avaient. Et il y avait un article ce matin de la presse qui essaie d'expliquer la relation entre les baby boomers qui vont voter encore une fois pour la CAQ, mais que ça serait peut-être éventuellement la dernière élection où la CAQ pourrait passer. Oh wow! Parce que je pense qu'ils l'ont compris tout de suite. Parce qu'ils vont mourir. C'est ça. Ça, il y a une date d'expiration, là. L'article semble dire que c'est que leurs promesses électorales sont très, très orientées vers cette génération-là de gens. Et que vous avez sûrement vu ça passer aussi. Je veux dire, ils ont été à la manif, à la marche environnementale, ils se sont fait huer. Oui. Mais ils ont compris que c'était pas leur électeur était pas parmi les militants. Non, et c'est ça. Et si tout ce que tu fais, c'est dire bonjour, comment ça va les jeunes, c'est cool l'environnement, mais que tu fais rien, ça va pas très loin. Non, c'est ça, exactement. Puis j'avais lu des trucs, ils avaient promis des espèces de maisons de retraite, mais plus version individuelle, un peu comme une espèce de banlieue. Donc, des promesses qui sont vraiment orientées vers une espèce de sécurité. On parlait d'énergie, là, tout à l'heure. Une sécurité financière d'un système qui changera pas, de gens qui sont confortables et privilégiés, qui vont le rester parce que ça leur fait peur, eux aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il va gagner ces élections. C'est en promettant à ces gens-là que, voilà, le petit duplex, la petite maison en banlieue, ça va rester. Il y aura pas de changement d'habitude. Il y aura le troisième lien va se faire. On va continuer d'utiliser l'auto parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Est-ce que tu peux, c'est réconfortant. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas, donner le contexte du troisième lien? Et si tu veux donner ton avis dessus, tu es la bienvenue, évidemment. En fait, la ville de Québec et de Lévis se font face. Elles sont divisées par le Saint-Laurent, qui est dans la région, donc un peu plus qui est à 3 heures de Montréal. C'est une ville, pour information, la ville de Québec a toujours été un peu en compétition, un peu avec Montréal. C'est ce que les gens disent, au niveau culturel, au niveau de qu'est-ce qui se passe quand les festivals, tout ça. Mais c'est une très belle ville qui a aussi d'ailleurs
un vieux quartier qui est fantastique et des artistes aussi, des festivals de musique qui sont très intéressants. Et donc, il y a 2 ponts principaux qui relient les 2 villes entre Québec et Lévis. Ouais. Des ponts qui sont quand même assez séparés. Et là, ils essaient d'en faire un 3e qui serait un peu plus au nord. Et c'est un tunnel qui passerait un peu sous l'eau et qui relierait d'autres, donc là je connais pas les noms exacts, mais d'autres parties de Lévis et de Québec. Ok. Et bon, il y avait promesse que ce tunnel aurait une section vélo, une section transport en commun et une dernière section pour les automobilistes. Et donc, il y a énormément de débats parce que le coût est exorbitant de combien ça va coûter, combien ça va coûter aux contribuables. Et tout ça pour 2 villes qui sont pas si peuplé que ça. Donc, il y a des débats de part et d'autre tout simplement, premièrement, environnementalement parlant. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ce genre de projet est vraiment novateur? Est-ce qu'on va vers l'avant pour tous les automobiles qui vont y passer? Yeah. Et puis moi j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup lire les commentaires en dessous des articles qui parlent du 3e lien. C'est le petit sport national là. C'est le sport national ça. Non, mais les gens sont fascinants parce que c'est assez demandé. Bon, on peut déjà entendre que je suis pas fan de l'idée, mais ça me fascine parce que on a l'impression de se dire. Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on vit dans un monde parallèle où on a eu des cours en urbanisme? Il y a des gens, il y a des experts, il y a des experts dans toutes les universités qui parlent de ça. Ouais. Mais où sont ces gens? Personne ne lit ces experts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne parle jamais de... Pourtant, il y a des vidéos sur différents médias qui expliquent très clairement que, j'apprends rien à personne probablement dans ce podcast, mais on rajoute un pont, on rajoute des autoroutes, et donc les gens vont en bénéficier pour rajouter des voitures sur les autoroutes. Ben oui. On va rajouter aussi, on va étendre les villes parce qu'étant donné que maintenant il y a un pont qui est accessible, pourquoi pas acheter une maison qui va être beaucoup moins chère en banlieue, donc encore aller plus loin qu'au lieu de densifier les villes qui existent déjà. Et donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont utiliser leur voiture parce que veut pas, ils habitent trop loin et pour que Jean-Jacques et Joanne puissent aller au boulot, ça va prendre 1 heure de voiture. Je veux dire, c'est des choses. Je veux dire, moi, je suis pas en urbanisme, j'invente rien. Puis c'est des choses que je lis, que j'écoute. J'écoute des gens, des professeurs, tout ça. Et pourtant, t'as encore des gens dans les commentaires qui sont là. Mais qu'est-ce que cet argument que, soi-disant, il y a une rue, donc on va créer plus de voitures par magie. Comme si, en fait, ils comprennent pas le concept entre il y a de l'espace, donc on l'utilise. Exact. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est incroyable, non, vraiment, je vois des choses. César, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Et j'ai l'impression que c'est ça. Des fois, quand je lis ça, je me dis, mais c'est vraiment ça doit être moi je dois être dans un monde parallèle où je sais pas. Ils vont te dire, bah oui, mais on crée aussi des pistes cyclables. Ouais, du coup, il y aura plus de vélos. Et c'est là où on se dit, bien sûr, tout le monde a envie de faire du vélo sous l'eau. Ah, ben bien sûr, surtout dans un tunnel avec plein de voitures. Dans un tunnel avec des voitures. C'est voilà. Vraiment, parce que quand il y a 4 voies d'autoroute, on a tous envie d'être au milieu, à essayer de passer avec notre petit casque, là. Vraiment, c'est incroyable. Puis des fois, je me dis même, c'est-à-dire, on regroupe tous ces gens, là, qui sont fanatiques d'autoroute, on les met dans un endroit, dans le monde ou au Québec, et puis tous ceux qui veulent des pistes cyclables et tout, on se réunit, on fait une autre ville ailleurs. Et puis, je suis sûre, à 100%, je serais prête à mettre ma main au feu, que ces gens-là, qui vivent dans une espèce d'embouteillage constant, qui vont vivre dans la pollution, ils vont finir par comprendre que oui, c'est plus agréable de marcher pour acheter son pain que de prendre son 4x4 à tout bout de champ pour aller au gym. Mais c'est aberrant. Oui. Alors, il n'y a pas de débat, mais ça, c'est une discussion quand même. Je pense que prendre le 4x4 pour aller courir, ça m'a toujours... Je pense que ça a toujours fasciné tout le monde, tu vois. Ça, clairement, ça, c'est assez fascinant. Autre chose, par rapport à ça,
c'est un projet qui est emblématique de la campagne, mais qui est un peu anecdotique si on regarde un petit peu, tu vois, les enjeux. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu quels sont un peu les axes principaux de Solidaire? C'est quoi leur combat à eux, en fait? Ouais, c'est vraiment intéressant. Je pense que cette fois-ci, ils se sont démarqués par quelques points vraiment qui n'avaient jamais été soulevés en campagne. Premièrement, la santé mentale. Okay. Ça c'est très rarement, ça a très rarement été abordé. Donc, l'accessibilité, remettre la santé mentale du côté du système de santé public et non le laisser au privé. Okay. Ensuite, ça, c'est sûr à cause de la pandémie, on a donc beaucoup parlé du système de santé tout court. Donc, le système de santé à deux vitesses, privé versus public ou pas de privé du tout. Donc, Québec solidaire, c'est sûr que va de l'avant pour valoriser le travail des infirmières, remettre aussi un peu de l'ordre dans cette histoire de lobby de médecins spécialistes qui gagnent je ne sais combien par heure. Donc ça n'a pas été beaucoup soulevé, mais je sais que c'est dans leur plateforme. Un peu égaliser les salaires. Ben, oui, parce qu'on sait, en fait, les médecins sont payés à l'acte au Québec. Donc, c'est une histoire de rendement. Donc, plus ils ont des patients et plus ils sont payés. Et pire du pire, c'est que depuis la pandémie, en fait, même quand tu es au téléphone avec un patient, 2 minutes pour renouveler son ordonnance, c'est considéré comme un patient et c'est considéré comme un acte. OK. Donc c'est un... Tu peux... Cash machine. Ben, c'est ça. Ah ouais. C'est des gens très, très bien payés, même si on considère encore qu'ils sont moins bien payés, parce que c'est un peu ça la compétition, ils sont moins bien payés qu'en Ontario ou qu'aux États-Unis. Et puis, il y a toujours eu ce débat au Québec, c'est-à-dire l'éducation est accessible encore un peu. Et des médecins qui ont pratiquement pas payé grand-chose pour faire la faculté de médecine et qui se retrouvent à décider d'aller vivre aux États-Unis parce que les salaires sont plus intéressants. Donc, on a toujours eu ce débat-là et c'est un débat qui ne va pas disparaître. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon de leur demander tu quittes la province après... si tu n'as pas fait, par exemple, 10 ans de pratique au Québec, ben, tu repayes tes études, par exemple. C'est des choses qui se font. Tu sais, encore une fois, ça existe ailleurs. Je fais un parallèle par rapport à la France. Enfin, on a, puis même par rapport à la Nouvelle-Écosse, on a le même genre on a la problématique partout, tu vois. C'est que les gens se forment. Des fois, ils sont formés en plus avec de l'argent de l'État, tu vois, comme en France, ça coûte rien, tu vois, par exemple, les études. Et là, de ce que tu décris, le Québec, ça a l'air d'être un petit peu pareil. Et qu'après, ces gens-là vont s'entasser dans des endroits où c'est rentable d'être. Et ça, je pense, c'est une problématique pour tous les pays. Au niveau de tous les pays, on va dire, occidentaux, la désertification médicale, effectivement, c'est ultra présent. Ce que propose Solidaire, c'est quoi pour contrer la désertification médicale? Je dois avouer que je ne sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais je pense que si c'est des médecins qui sont en fait payés à l'heure, parce que ça, je sais qu'ils l'ont déjà apporté, en fait, ça serait complètement différent parce que... Tu ferais ta job à la place de chercher des nouveaux patients non-stop. Ben oui, exactement. Puis, ça serait plus... ils auraient aussi le temps, ils ne seraient pas obligés de faire des heures supplémentaires. Ils auraient une vie qui est un peu plus acceptable que... Et puis aussi, on ne va pas se cacher, il faut arrêter de croire que c'est des demi-dieux dans notre société, les médecins et les médecins spécialistes. Je veux dire, encore une fois, c'est tout un concept de travailler à la source, c'est-à-dire qu'est-ce qui te rend chez le médecin, déjà. Premièrement, si on pouvait régler ce problème-là, si on pouvait éviter d'y aller, tout court, si on pouvait éviter d'y aller, on va commencer avec ça. Et ensuite on pourra régler le problème quand il se présente, si on est rendu là. Mais c'est une bonne question par rapport à la désertification. Moi, j'ai vécu à Gatineau pendant vraiment longtemps et c'est la même chose. Comme Ottawa est à 10 minutes, tu traverses un petit pont, il n'y avait pas moyen de voir un médecin. Moi, il a fallu que j'aille... Quand je vais du côté de l'Ontario, ça me coûtait moins cher que d'aller au privé du côté de Gatineau. Incroyable. C'est incroyable. Tu décrivais tout à l'heure, parmi les deux porte-parole de la campagne précédente, il y avait notamment une figure un petit peu du féminisme québécois. Est-ce que... je pense qu'on connaît la réponse autour de la table de cette discussion, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension justement féministe portée par Solidaire dans cette campagne? Et est-ce que... Parce qu'on a entendu les phrases... Je ne sais plus si c'était pas une phrase de Legault, mais quand il dit « cette madame-là », oh mon Dieu, cette polémique-là.
Comment réagit Solidaire par rapport à ça et comment c'est quoi un petit peu les points intéressants de Solidaire par rapport à ça dans la lutte pour les droits des femmes? Ouais, je trouve ça intéressant parce que maintenant qu'on soulève la question, je me serais attendue à ce que la deuxième vague de MeToo se rende jusqu'aux oreilles des élections, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, à part dans le milieu culturel artistique. Ce qu'il y a eu récemment, c'est ce documentaire qui est sorti, qui s'appelle « Je vous salue, salope ». Donc, ça a un peu fait une vague. C'est un documentaire sur l'harcèlement sur Internet des femmes qui sont porte-parole de certains mouvements ou tout simplement qui sont autrices ou qui sont des figures, comment on dit... qui ont une notoriété, visible, une notoriété. Donc, il y a eu un peu ça, il y a eu un peu cette conversation, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps et ça ne s'est pas rendu jusqu'aux élections. La seule chose que j'ai vue passer, ça m'a surprise. Je sais que sur la plateforme de Québec solidaire, il y a le concept du retour des terres aux femmes en agriculture. Donc, ils ont un chapitre sur l'agriculture. OK. Donc, l'agroalimentaire et tout ce qui est l'indépendance aussi alimentaire du Québec. Ouais. Encore une fois, ça n'a pas été mis, en tout cas, ça n'a pas été mis de l'avant dans les médias pendant la campagne, mais c'est vraiment quand on lit leur plateforme, il y a une place pour les femmes dans ce secteur qui est l'agriculture locale et tout ça. Super intéressant, ça c'est... OK. Un autre point aussi, alors... Est-ce dans les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, il y avait celle du 30 septembre sur la réconciliation et la vérité. Est-ce qu'il y a un sujet à ce niveau-là avec Solidaire? Je sais que, par exemple, on a notre amie, bon, on la connaît pas, mais Maïté, je me souviens plus de son nom de famille, mais en gros, qui a une figure assez connue des jeunes militants pour les droits des Premières Nations, puis une revendicatrice aussi féministe, etc. Est-ce qu'il y a un sujet de Solidaire sur la réconciliation, la vérité, et puis la meilleure inclusion des Premières Nations? Ouais. Non, absolument. C'est aussi un de leurs piliers de leur campagne et je pense qu'ils surfent beaucoup là-dessus. Parce que c'est un des rares partis qui justement a une députée ou des députés qui sont des représentants des Autochtones. Ok, intéressant. Et puis aussi, je pense que quand je dis qu'ils surfent là-dessus, c'est parce qu'ils savent très bien que leurs opposants, pendant tout le long de la campagne et même avant, se sont fait critiquer se sont fait critiquer de ne pas avoir reconnu le racisme systémique au Québec. Bon, mis à part le Parti libéral, je crois, mais ça serait un peu mal placé pour eux, vu qu'à la tête, ils ont une femme noire, là, donc... Ouais. Mais mis à part les libéraux et puis Québec solidaire, ils ont refusé de le reconnaître que ça existait au Québec. Donc, ils ont quand même utilisé cette approche pour pouvoir le rentrer dedans, en plus d'avoir une députée autochtone avec eux. Mais oui, c'est quelque chose qui met beaucoup de l'avant, autant que aussi la communauté LGBT, je veux dire avec Manon Massé, qui est aussi une représentante de la communauté LGBT. Ouais. C'est clair que c'est revenu aussi à la surface assez souvent. Ça, c'est cool. J'ai une question. Est-ce que c'est la fin de la gauche molle au Québec? Ou est-ce que... Enfin, je veux dire, parce que... Bon, on voit un petit peu émerger des mouvements un peu plus revendicatifs. Alors attention, on va mettre des guillemets, parce qu'autour de cette table, on a des avis politiques assez tranchés sur le système en place, etc. Et donc, quand il y a des élections, on est tous réformistes. Clairement, c'est en gros, on fait tous on va tous militer pour un mouvement qui est le moins pour le statu quo, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que, pour toi, tu penses que les libéraux qui peuvent être vus un petit peu comme... même s'ils sont centre-droit sur un vrai échiquier politique, ils sont vus par les Canadiens comme étant centre-gauche, limite un peu gauche. Ouais. Mais est-ce que tu penses que Solidaire va siphonner cette gauche molle et peut-être à la fin, peut-être que les gens qui se sont dit tiens, le vote de la raison pour éviter la CAQ, qui était avant le Parti libéral, peut-être va se transformer en un vote solidaire. Est-ce que toi tu penses voir ça dans les derniers moments de la campagne?
Ça, j'y ai beaucoup pensé. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur. C'est vraiment intéressant parce que justement, avec cette tendance jeunesse, j'ai l'impression que c'est comme l'inverse. C'est le Parti libéral qui est en train de slip vers une espèce de centre-gauche. Et c'est quelque chose qui me fait peur dans le sens où c'est quelque chose sur lequel elle court, elle run, là, excusez l'anglicisme, mais elle run beaucoup. Dominique Anglade, c'est le fait qu'elle soit une femme de couleur et en plus une femme. Donc moi, les espèces de débats identitaires, mais qui sont pas à gauche, ça aussi, c'est hyper complexe. Et c'est très américain, parce que je sais qu'en France, c'est pas le cas, mais je l'ai entendu, tu sais, je vois une espèce d'approche, par exemple, un exemple super simple, ils ont sorti un mini-documentaire sur RAD, qui est un peu la version jeunesse de Radio-Canada, on va dire ça comme ça. Ils ont des podcasts aussi, ils ont une plateforme assez cool, assez intéressante. Et ils ont fait des mini-capsules, et celui de la dernière fois, celui qui vient de sortir, c'était sur le système de santé, et c'est quoi les solutions pour améliorer notre système de santé au Québec. Et il y a eu un autre axe qui était important pendant cette campagne électorale, c'était le soin à domicile versus les hôpitaux. Et comment on pourrait prendre un virage qui est un peu plus soigner les gens lorsqu'ils sont encore chez eux, au lieu d'engouffrer les services de système de santé dans les hôpitaux avec les hospitalisations, qu'on soigne les gens à la maison lorsque c'est possible. Et en fait, ça a été une idée qui a été apportée au départ par le gouvernement de Pauline Marois, donc le Parti québécois, et qui était à l'époque minoritaire, donc ils ne sont pas restés longtemps, et l'idée, elle n'a pas réussi à passer. Et quand le gouvernement libéral de Couillard est rentré au Québec, après Pauline Marois, il a complètement saboté l'idée des soins à domicile. Donc, ça a créé beaucoup de... Ils ont centralisé. Donc, ils ont fini par centraliser. Ils ont créé une espèce de totem. J'avais un prof d'économie qui disait ils sont en train de créer un totem qui va se rendre jusqu'au ciel de centralisation, là. Et au bout du totem, tu as un seul chef. C'est notre Barrette, donc l'ancien ministre de la Santé. Monsieur Barrette qui décide de tout et qui a un regard... The big brother is watching you. Ouais. Et donc... Ah, non, continue. Et donc le gouvernement libéral a complètement décidé d'abolir le projet, alors que les recherches avaient déjà et les rapports avaient mis sur la table que les gens préféraient rester chez soi, que ça allait désengorger les cliniques et tout ça. En plus, ça permettait aux infirmières d'avoir un horaire beaucoup plus flexible, et sans compter le fait que ils créent un lien avec un patient qui revoit chaque semaine, chaque mois, et c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent être considérés, surtout lorsqu'ils sont au bout, c'est-à-dire lorsqu'ils sont malades, ils veulent être considérés comme des êtres humains, pas comme des numéros. Et soudainement, malgré le fait que ce soit le Parti libéral qui ait aboli le projet à l'époque, Dominique Anglade et son parti ont décidé de remettre ça au goût du jour, comme si ça avait toujours été une idée du libéral, alors que c'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas. Et elle vient d'un parti qui a fait la promotion de la privatisation. Et ça, faut pas que les gens l'oublient. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est femme et parce qu'on est noir que soudainement, on n'est pas pour le néolibéralisme, puis qu'on n'a pas derrière une équipe qui va pousser. Et ça, j'avoue que ça m'inquiète plus que le Parti conservateur. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des votes qui seraient considérés comme à gauche si c'était pas le cas, genre. Puis après, ce sera voté pour un statu quo continu. Oui, exactement. Puis en plus, il y a des communautés du Caraïbe, il y a des communautés africaines. C'est sûr, peut-être qu'ils ont une espèce de reconnaissance. On voit enfin une figure qui nous ressemble. Même chose parce que pour les femmes, il y a une femme au pouvoir. Mais pour moi, je suis peut-être biaisée, mais j'ai jamais voté pour eux. C'est pas parce que c'est une femme que demain je vais faire. Non, mais 100%. Eh ben ça nous ramène à notre discussion avec les nazis. La plupart, ils se cachent derrière des femmes maintenant qui vont se faire élire, mais non, ça marchera pas. Je me demandais si... Parce que là, toi, t'es dans une grande ville, t'es à un endroit central, on va dire. Mais dans le passé, dans des élections provinciales ou même fédérales, ce que j'ai vu, c'est...
même si il y a des partis qui proposaient des choses beaucoup plus progressives, les personnes qui sont dans des régions plus rurales se sentaient moins touchées par ce qui est proposé, même s'ils ont tout un agenda de choses à proposer. Souvent, on va parler plus des choses qui touchent les grandes villes. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, Solidaire arrive à parler aux gens plutôt du rural? C'est une bonne question. Je pense qu'ils arrivent à parler aux gens du rural. Ils avaient proposé d'avoir beaucoup plus d'immigration, mais une immigration qui irait dans les régions pour pouvoir soutenir la main-d'œuvre qui serait manquante, pour densifier aussi les villes. Je pense qu'ils finissent par parler aux gens ruraux lorsqu'ils parlent de l'agriculture, lorsqu'ils parlent... je pense que, enfin, c'est méchant à dire, mais je pense que cette fois-ci, ils sont aussi représentés par 2 Québécois, Québec solidaire. À l'époque, ils étaient Amir Kadir et, je pense, iranien, si je me souviens bien. Puis bon, je pense que quand t'es quelqu'un qui vient de la Beauce, t'es fidèle... T'es fidèle à tes racines, tu vas peut-être pas voter pour quelqu'un qui s'appelle Amir. Bon, Exact. On va dire ça sans dire rien d'autre, là, mais... c'est ça. Non, mais 100%. Mais c'est la même raison pourquoi il y a des gens qui votent pour des personnes qui leur ressemblent, peu importe les autres affiliations, là, comme tu disais, pour les communautés noires qui voient quelqu'un qui leur ressemble, ben ça leur fait quelque chose, même si c'est pas nécessairement les politiques qui les touchent le plus. Et surtout, même s'ils s'apprêtent à voter pour des partis qui vont pas représenter leurs intérêts à eux. Ouais, ok, donc là, ce que tu nous dis, c'est... Vas-y. Ouais, mais j'allais dire qu'est-ce qui les sauve aussi beaucoup, c'est que je pourrais pas expliquer parce que je suis pas assez proche du parti, même si je suis membre, je suis pas assez proche du parti pour voir le flip, il s'est passé quand. Mais je veux dire Catherine Dorion, la députée de Rimouski en ce moment aussi, c'est aussi des gens qui étaient très proches de Option nationale, qui était une espèce de parti québécois, mais un peu plus boosté, orienté vers l'indépendance. Ben ces gens-là, ils ont rejoint la gauche de Québec solidaire et donc ça a permis aux gens de région de s'identifier à leurs députés au lieu que de s'identifier au plateau Mont-Royal de Amir Kadir, tu sais. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, ça me mène à ma dernière question. La question de l'indépendance. Parce que hier, j'avais une discussion justement avec un camarade. Je sais pas s'il aimerait que je l'appelle un camarade, mais bref, j'avais une discussion avec quelqu'un qui milite depuis des années pour le bloc québécois, même au provincial, tu vois, pour l'indépendance. Et justement, je lui disais, vu que Solidaire a dans un de ses axes aussi la question de l'indépendance québécoise, est-ce que tirer vers ça? Lui, il m'a dit, bon, non, c'est trop à gauche, blablabla. Je le comprends, voilà. Mais du coup, quel rôle ça joue, cette question de l'indépendance québécoise, dans la plateforme de Solidaire? Est-ce que toi, c'est un argument qui est entendable par toi et par d'autres? Déjà, premièrement, ils sont trop à gauche, je trouve ça très drôle, parce que bon, entre nous, ça va, c'est un peu de la gnognotte, là, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Est-ce que l'indépendance... Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Ok, pardon, je pensais que ça avait coupé. Est-ce que l'indépendance... oui, c'est revenu à quelques reprises. C'est vrai que comparé au Bloc québécois ou comparé au Parti québécois, c'est pas quelque chose qu'ils mettent de l'avant constamment. Mais je crois que oui, je crois que c'est puis on pourrait comme en rediscuter un peu plus, enfin face à face ou quand tu veux. Un verre. Yes. Oui, c'est ça. Parce que moi, la question nationaliste, je la vois pas comme effrayante, mais pourtant, quand je parle avec des amis européens, ils ont souvent l'air d'associer l'indépendance et la souveraineté que ça soit d'une région, d'une ville, ou que ça soit d'une province, ouais, le nationalisme, c'est considéré souvent comme de droite. Hein, parce que c'est des trucs genre, on reste entre nous, et puis nous, on est fiers, et les autres, c'est en excluant l'autre avec un grand A, on est comme nationaliste. Alors que pour moi,
pour moi, l'indépendance, c'est une question qui va beaucoup plus loin. C'est une indépendance de ressources, une indépendance énergétique. Tu sais, il y a une question environnementale là-dedans qui m'interpelle dans cette indépendance-là, et que ça soit de l'indépendance de Barcelone ou de la Catalogne, que ça soit de l'indépendance de l'Afrique du Sud. Vas-y, go! Moi, j'ai rien contre des gens qui se mettent ensemble et qui se disent, ben ça, c'est nos ressources. On n'a pas envie que monsieur, madame de l'externe viennent nous dire quoi faire. Et puis, on n'a pas envie que le pipeline, il passe sur nos terres. Alors, on nous emmerde. Mais j'ai l'impression que, malheureusement, souvent, le débat nationaliste qu'on entend ou indépendantiste, c'est un débat de... culture. Identité. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... C'est peut-être de l'extérieur, je sais pas. Et là, ce serait tes expériences à toi, mais qui est rattaché plutôt au, justement, mouvement de droite, cristaux, etc., qui semble se faire, mais que ce serait plutôt du côté identitaire à la place de ressources, etc. Ouais, exactement. Moi, je trouve ça complètement aberrant de se dire qu'il y a des gens qui sont souverainistes au Québec et qui vont critiquer, un Pakistanais qui a le malheur de travailler au coin de la rue, qui parle pas encore français, et juste parce qu'il baragouine un peu en anglais, il va se faire pointer du doigt comme étant le problème à notre indépendance québécoise. Mais en même temps, il y a des multinationales qui viennent piller, ils viennent piller notre eau, ils viennent piller nos mines. Mais ils sont là, mais c'est pas grave, tu sais, c'est une mine américaine, ça crée de l'emploi. Non mais merde. Non mais comme, parce que c'est de la gueule de qui? Eux non plus, ils parlent pas français. Hein. genre, la langue et la culture, c'est pas vraiment le point de départ, tu vois. Non, mais c'est aberrant de se dire que t'as des gens qui ont fui des pays, qui ont fui des guerres, ils sont là, ils sont complètement, c'est-à-dire dépourvus, ils sont en perte complètement d'identité. On va critiquer ces gens-là sous prétexte qu'ils sont pas chrétiens, qui sont pas francophones, mais c'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce qu'ils font de... Est-ce que vraiment c'est un poids dans la balance? Et en même temps, t'as des gens, Macron, qui sont là, on va rencontrer le Qatar, ça, y a pas de problème, genre. On est à la solde des pétrolières russes, mais ça va. Tu sais, ça c'est pas un problème de relations internationales, non, pas du tout. Non, prends pas compte. Disons, quand c'est des personnes blanches qui le font, ça semble mieux passer. Exact. Je sais pas pourquoi, mais ça semble de même, là. Exactement. Ouais, exact. Que tout le plateau soit devenu, soit rendu une autre région de la France, ça, y a pas de problème avec ça. Non, mais sérieux, se promener dans les rues, là, t'es comme, est-ce que je suis à Paris? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Non, ceux-là, on les accepte. Oui, c'est ça. Eh bien, je pense qu'on aurait pu en discuter encore longtemps. Ludmila, franchement, si ça te tente, on aimerait bien pouvoir débriefer la campagne quand ce sera passé. Est-ce que ça te dit de revenir d'ici peut-être 2 semaines? Oui, bien sûr, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Nice, on aurait encore eu plein de sujets et plein de questions à dire avec toi. Là, on arrive à la fin du show, et puis surtout, je sais que toi, tu pars au resto. Oui, j'ai un petit resto. T'es en retard. C'est ma fête demain, donc... bonne fête! Bonne fête, Ludmila! On va pas chanter, mais... Non, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Merci de l'invitation, et ça n'importe quand pour rediscuter, débattre, ça va me faire plaisir. Yes! Parfait, merci! On se retrouve plus tard pour péter le capitalisme. Il n'y a pas de problème, Ludmila, on a bien compris le message. Du coup, nous, on va conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On a vu plein de choses, on a dit plein de choses. Ouais. C'était intéressant. Ouais, on a quand même fait un éventail quand même assez large. Oui, là, je pense qu'on est vraiment bien. Merci du coup à tous de nous avoir suivis. Puis on se dit... Alors on se dit rendez-vous sur les médias sociaux, rendez-vous sur tout qu'est-ce qu'on fait pour nous suivre. Yes. Et semaine prochaine... Spécial féminisme. Yes. Si vous voyez des trucs passer, si vous avez des choses à nous partager de partout, même juste des sujets at large que vous voulez qu'on discute, partagez-le. Yes. Voilà. Yes, yeah. Sur Instagram, en commentaire sur YouTube, partout quoi. Abonnez-vous. On va regarder. Ouais, on va regarder. De toute façon, on va le dire, c'est la 4e. Vous n'êtes pas encore assez nombreux pour qu'on ne puisse pas vous regarder. C'est ça. D'ailleurs, dès que vous êtes là, on vous dit, yes, il y en a de plus. On peut, oui. On a de l'aide encore pour faire. Je sais pas ce qu'on veut faire, hein, mais en tout cas. Non, mais il y a quelqu'un qui nous écoute. Au moins pour discuter, ça c'est cool. Eh ben, merci à tous. Mélo, c'était cool. Yeah.
C'était bien. Ouais, tu nous as mis le bourdon, toi, au début avec. Yeah, sorry. Mais c'était Sorry, important. C'était good. important. Du coup, bonne journée à ceux qui sont encore en train de vivre la journée du 30 septembre. Ouais. Puis on se renseigne, on se documente, on apprend, on se tait, puis on écoute. Puis on avance ensemble. Yes, c'est ça. Voilà. À vendredi. Bye. Bye.